Et puis on fait un point sur la conférence de presse du Vive, puisque ce qu'on appelle autrefois la coupe de la MMJ. Voilà, c'est parti pour le ZCL aujourd'hui. Nous sommes jeudi 16 décembre. Noël, c'est dans moins qu'une semaine qu'on est là. Hein, et tout le monde a préparé. Alors, Robert Laverdi, merci d'être venu avec nous. Pour les gens qui passent à KBM, ça y est. KBM, c'est quand nous boire et manger. Quand nous boire et manger, en réalité, c'est un mouvement qui prend naissance après toute gaoulé en 2009, où là, on a dit que l'été arrivé pour te poser problème à la construction à la société là. Ouais. Puisque nous avons contesté, c'est nécessaire, mais nous avons ça n'a pas été suffisant. Il faut aller plus loin à la construction. Et nous avons pensé que la première étape à la construction, c'est la question de la souveraineté alimentaire. Ouais. Et c'est pour ça, depuis ce moment-là, nous avons entamé tout un processus, toute une démarche qui a posé problème à produire ça nous a manger ça nous a produit et surtout pas laisser clé à l'estomac quand nous et clé à vie en nous en les autres parce que t'as là qui ni clé à l'estomac quand là il ni clé à cerveau là. Alors produire ça nous a manger ça nous a produit ça veut dire concrètement quand tu as dit avant jardin nous pas si bateau. Tout à fait. Jardin nous pas si bateau d'autant plus que nous ni un climat extraordinaire ni terre ni ça qu'il faut ni savoir faire ancestral là donc ça va dépendre un qui de nous volonté nous pour sortir en bas domination à l'estomac en nous puisque c'est une domination qui est exercée en l'estomac en nous en les cerveau en même temps et c'est depuis ce moment là ça donc nous commençons à mettre en place ça nous peut créer tout un processus à savoir la souveraineté alimentaire il y a qu'à insister en ça à question à la souveraineté alimentaire qui a lié non seulement les traditions culturelles qu'on a plantées mais aussi les traditions culturelles et qui n'est pas ni à y avoir répondre d'autres concepts que nous attendons. Alors là on a dit souveraineté alimentaire au monde attend ça il a dit que ça y est ça souveraineté alimentaire concrètement, ça veut dire qu'au Maroc, il y a trouvé des bitins par rapport à ça, ou bien est-ce que c'est bitins pour acheter en prise unique, est-ce que ça y est, oui, la souveraineté alimentaire, c'est tout simplement produire ça on va manger et aussi manger ça on va produire en Guadeloupe. Oui. Il participe du principe que ça qui est bon pour ces côtés. Alors nous prenons un bitin qu'on fouille à pain par exemple. Quand on peut faire, le monde peut faire fouille à pain, ou bien patate, ou bien des bitins comme ça. Alors, première étape là, fouille à pain, c'est planter, puisque pour manger, il faut y planter. Oui. C'est planter fouille à pain. Oui. Tout partout là, c'est possible. Est-ce que ça a fait? Est-ce que le monde commence à planter? Oui, le monde a planté fouille à pain. Ça dit on lutte entre, à l'époque, on lutte entre deux lignes, on lutte entre deux tendances en Guadeloupe. Pendant le monde a planté, mais pendant le monde a bétonné aussi, parce que le système là, il y a une vision qui n'est pas la souveraineté alimentaire, c'est la domination alimentaire, qui est liée à la domination coloniale tout court. Donc la résistance est plutôt la construction, parce que la résistance sont étapes, mais sur la construction, c'est inciter les gens à planter tout partout au pays, et fouiller à pain, tout partout à la toile Kazaï, l'autre fois, c'est planter fouiller à pain, mais planter son étape. Après, si, ni transformer fouiller à pain. Transformer, ça va avoir plus-value, pas forcément plus-value financière, mais plus-value qualitative. Transformer. C'est tous ces processus qui mènent nous à ça, qui est l'abondance. Ouais. Parce que planter, c'est un butin. Mais les rapports gens qu'on a planté aujourd'hui, puisque nous pas à KBM, nous avons dit ça, nous pas à la conquête du marché intérieur. Nous. Ouais. En fait, nous pas besoin mettre en son hiérarchie au niveau de la souveraineté alimentaire. Nous avons demandé tout le monde de planter. Tout le monde qui peut planter devant potayo, planter en disant kazayo, de manière à créer l'abondance. Et une fois qu'on a créé l'abondance, les stratifications sociales, pas possible encore. Tu as là, planter pour l'Yvonne, pour tel, puisque tout le monde a planté. Mais ça a apporté un dida aussi en notre vision de notre société, notre rapport à la vie, notre rapport au monde, notre façon de voir la vie. Est-ce qu'on a senti, depuis la création de KBM, mouvement à planter, ça nous a mangé là, nous a mangé, pour commencer pour un ballon? Ah oui, c'est mesurable, c'est vérifiable. Hein. Là, c'est. Un exemple, le 11 novembre qui passait là, nous demandons de planter 4 plantes. Ouais. Guéritou, Zebapik, Moringa et Atumo. Ouais. C'est un test, si vous voulez. Et objectif à ça, c'est commencer à créer base à pharma pour payer nous. Mais toujours de manière massive. Il y a des gens qui ont fait après, ils peuvent marchander. De considérer que ça nous a planté après marchandises sont produits. Et bien après, tu réponds ça, c'est pratiquement près de 400 personnes qui répondent à l'appel là. En Guadeloupe, tout partout en Guadeloupe et même à l'extérieur de la Guadeloupe, puisque nous avons quand même un rapport établi avec de Bénin de l'autre côté, et aussi surprenant que des Guadeloupéens qui en Angleterre répondent à l'appel là. Ah bon? C'est sûr que, oui, ça veut dire en fait, après on vue de l'esprit, après nous rêver pendant que nous dormi, sont réalité, une volonté réelle en Guadeloupe, que nous planter, que nous manger. Après 2009, nous varie si marché. Nous varie si marché. Donc il y a une volonté réelle. À présent, c'est
organiser organiser non pas la résistance, parce que nous ne pouvons pas passer toute vie à nous à résister, après on doit foutre nous quand même. C'est organiser la construction à la souveraineté alimentaire. Ces chemins-là, c'est depuis 11 ans nous prend. Alors, souveraineté alimentaire, d'accord, mais si pas ni souveraineté tout seul. Yo maré, les démarrer. La peut pas ni souveraineté alimentaire sans souveraineté tout court. C'est ça le premier congrès nous dit et que nous allons continuer à répéter. C'est un processus global. Mais là, qui y a peut-être une différence, c'est que nous faisons bilan à toute période qui passait, hein, si vous voulez. Nous n'avons pas la souveraineté alimentaire, d'accord, mais ce qu'on a dit là, c'est jeunes qui ont posé le problème là. Nous pas dans la conquête du marché intérieur. Ça, là, nous avons demandé de planter, c'est parce que nous avons une vision différente des sociétés à demain. C'est ça, nous avons qu'il y a d'autres modèles de société. Qui pas ni une société de type capitaliste ou de type capitaliste ou de type communiste, qui de toute façon, à vie, c'est débauche à même pied bois en réalité. C'est domination à la civilisation occidentale, on les cerveaux, nous pratiquons nous, et quand nous ça fait ça, faut faire ça. Nous n'avons pas possiblement autrement. Nous avons dit colonisation dans le pays, nous inédit, j'ai fait là. Inédit, donc il faut nous porter une réponse inédite. Alors, puisque nous venons aller à ce type de plus social là, nous avons une période annuelle là, qu'on est là. Ni moun ka gade ou, ni moun ka koute, ou savent bien que pendant longtemps, il dit moun faut manger dinde, faut manger bûche de noix, enfin bref, toute une série de biens comme ça, qui bitait on ka dit en Guadeloupe un jour là, qui ka gade ou par rapport à la souveraineté alimentaire là, par rapport à Noël. Ah ben Guadeloupe, on connaît tout. Il connaît tout bien qui m'a ça veut dire ça nous fait dire va réussir groseille, fait gia groseille ayo sirop ayo lani ayo, va réussir boudin nous, va réussir c'est viande cochon, nous va réussir mais viande cochon pays, va réussir jambon pays, va ça qui tend nous. Ça c'est Guadeloupe on est très bien quand il y a fait parce qu'il a démontré ça. C'est nous qui comprenons pas on est capable faire, c'est varier ça qui t'a eu simplement ni une bataille permanente entre justement ça qui tend nous et ça qui pas tend nous. C'est inciter monde et montrer nous c'est monde vertu et qualité à produire à nous. Ça c'est rôle à nous. À pas nous quelqu'un mais pour monde mais ça rôle à nous c'est montrer monde vertu et qualité à produire à nous. On peut pas poser aux questions là quand même. Ni dit quoi dans son affaire pain et vont pain n'était pas particulier. À ce quelle qualité pain ça. Ah ben tout ça qui inscrit dans la souveraineté alimentaire en fait son pain qui fait à base à patates à giromont à tout produit à nous. Tout simplement. Alors raisonnement nous à l'époque j'ai dit on paie l'année, c'était tout simple. Hein. C'est que là, on a mangé un peu de patate, vous savez qui nous a fait vivre, mais là, on a mangé un cassoulet pour qui nous a fait vivre. Et c'est si base à démarche là, ça, nous développer pendant ça, et là, il fait chimie, là, ici, les marchés, il a existé ici. Ah, il a continué, quoi continuer à faire? Ah, ben plus que jamais. À part moins qu'à faire. Enfin, il a continué à faire. Qualité à peine à faire que nous controns un boulanger, puisque moi, pas de boulanger. En fait, puisque faut lancer machine là. Mais comme on pas boulanger, il nous controns un boulanger, c'est pour l'eau que le Guadeloupe connaît, pour l'eau à Marie-Galante. Il bat pour sa qualité, et je dois nous dire, nous pain patate, on pain giromont, et nous avons toute série d'autres parfums mais bien qui plantés localement. C'est pour nous une vision globale à ça. Nous avons fait pain là, mais nous avons planté, et nous avons mis à pain là, pour nous pain en nous, et pour nous réconcilier l'estomac quand nous revenons. Parce qu'au niveau alimentaire, au niveau santé aussi, pain à patate là, il est différent des pains à farine foncée. Mais évidemment. Alors pour le moment, pendant un moment là, nous travaillons aussi les farines complètes, puisque pour tenir une farine réellement locale, il faut tenir une volonté politique de mettre en place un développement. Il n'y a pas qu'à exister jour à présent. Donc c'est progressivement nous arriver à ça. Et après, du que jour là, nous des personnes gluten nous fait parce que c'est volonté à KBM de trouver des farines locales pour aller. Mais si nous attendons. Une farine à fouiller, après, on voit une farine à fouiller. Évidemment, de plus en plus. C'est pour ça qu'il faut nous ni pessimistes ni inquiètes. Nous sommes en train d'avancer dans les questions à la souveraineté alimentaire. Je vais insister sur le thème de souveraineté alimentaire. Nous pas des partisans à l'autonomie alimentaire, à notre thème la sécurité alimentaire, qui a concerné des pays qui sont souverains. Mais nous ne sommes pas un pays souverain. Donc la question, le problème, c'est la souveraineté alimentaire qui est plus loin. Il a lié non seulement la production, mais les conditions de production, notamment au niveau culturel. C'est-à-dire, il faut nous garder. Est-ce que du coup là, bon pour nous produire? C'est une science que nous gardons. Donc c'est pour ça que là, nous avons réduit des marchés à l'autonomie alimentaire. Nous pas qui mal nous peut faire payer nous. Qui mal nous peut faire, puisque nous avons fait continuité en France, et bien nous avons été autonomes. De toute façon, à KBM, nous avons un point de vue dans ces questions-là. Il n'est pas question que nous marchions dans pour 4 livres souveraineté, pour 10 000 livres souveraineté, pour 1 kilo souveraineté, nous ne pas bien cochon à pour nous. Nous sommes dépendants de la souveraineté alimentaire au point très. C'est un processus.
Alors, l'autre question arrivée, c'est une question sociale, puisque nous avons une crise qui, depuis au moins 15 novembre, il est pété au grand jour, mais il a commencé depuis longtemps. Nous voyons des marcher tous les samedis, avec LKP, avec organisations syndicales, même politiques, qui j'ai un autre KBM, je crois, situé par rapport au mouvement là. Alors, il débutait par rapport au mouvement là, sans faire trop pour hommage, trop des autres, KBM, nous prenons responsabilité. Nous. En termes de monde qui a produit manger, nous prenons responsabilité. Nous faisons ça, nous tenons à faire. Pour les gens qui sont dans les barrages ou dans les piquets. Sans faire grand des autres, sans... parce que c'est un problème de volume sonore, hein, son d'engagement. Ça, c'est le premier bitin. Deuxième bitin, refuser pour un piquet là, je vais dire piquet là, et entrer en lutte contre tout ça, ça juste. Ouais. Ça juste. Et nous soutenons ça sans aucun état d'âme, nous soutenons ça. Simplement, nous continuer à dire que c'est nécessaire, mais que ça n'est pas suffisant. Puisque sinon, quand il peut arriver nous pouvons arriver en 10 ans encore, après 10 ans nous lutter contre la vie chère, 10 ans après nous lutter contre le vaccin là, l'autre 10 ans là, quand là, nous ne pouvons pas lutter contre notre butin. C'est-à-dire nous ne pouvons pas passer tout le temps à nous lutter contre notre butin. Il faut en même temps nous poser la construction en société. Et quand on a dit que la colonisation est inédite en Guadeloupe, pas une colonisation qui a fait comme ça, j'ai qui a fait en Guadeloupe. Et si nous comprenons que les réponses classiques qui portent un résultat, nous avons trompé nous à vie. Il faut nous trouver une réponse inédite. Et les réponses là, nous pouvons trouver dans un livre, pour théorie, pour Marx, pour Lénine, pour Mao, pour cela. Nous pouvons trouver dans l'histoire ancienne, nous, histoire récente. C'est en disant à ça, nous pouvons puiser les réponses là pour nous trouver, pour construire la société. Et nous, à KBM, les deux congrès nous ont fait valider ça. Nous avons pensé que nous avons une science de la vie en société qui est supérieure aux autres sciences. C'est maman à toute science. C'est ça que nous avons créé Baye Coco pour savoir. Qui peut être porteur d'organisations sociales et sociétales. Et les gens disent ça au début, nous, les gens disent ça, qui genre, mais c'est toujours l'autodénigrement. Qui genre peut comprendre Baye Coco pour savoir le don, le contre-don, peut porter une forme d'organisation sociale et sociétale. Et bien c'est ça que nous avons expérimenté aujourd'hui là. Ouais. Et petit à petit, on va essayer de mettre ça en route à l'entour à KBM avec les gens qui ont l'arrêt la zote. Alors non seulement les gens qui ont l'arrêt la nous, mais une série d'associations, une trentaine d'associations qui adhèrent à des marches avec nous, et nous créons un concept qui est des médias là. Et des médias là, justement, c'est l'expérimentation à les attributs de la souveraineté. Parce que nous péquons à monter dans pays, tuer la souveraineté. Ça n'est trop facile. Surtout à des formes de colonisation, nous, là, il faut nous expérimenter les attributs de la souveraineté quotidiennement. Et surtout arriver à l'émancipation individuelle, il faut rendre le monde émancipé, il faut rendre le monde indépendant. Et la somme des émancipations individuelles qui bat l'émancipation collective. Qui ne peut pas être d'autres buts qui la tiennent aux souverainetés. Nous ne pouvons pas négocier pour des 1000 livres de souveraineté, kilos de souveraineté, un quart de livre de souveraineté, comme si nous battions. Alors nous avons parti autonome, nous avons lobby qui a fait. Non, la souveraineté, ce n'est pas négociable. Simplement, à part parce que nous ne pouvons ni la souveraineté, pour nous comprendre qu'elle est impossible, c'est parce que nous pouvons mériter et nous pouvons faire suffisamment ça qu'il faut. Donc nous, à KBM, Chimay, nous, c'est ça, c'est expérimenter tous les attributs de la souveraineté. C'est pour ça, le 11 novembre, nous faisons ça, et le 16 janvier, nous avons fait ce bureau avec Diri Bokaz. Alors, expliquez-nous ça, Diri Bokaz. Alors, Diri Bokaz, c'est qui bitait? Premier bitait, c'est que nous consommons l'eau Diri. Ouais. Nous ne pouvons pas opposer Diri à Ziam et compagnie, que nous avons continué à faire. Nous avons mangé l'eau Diri. Deuxième bitait, nous avons affirmé que Diri là, nous avons mangé la soupe d'un couillonnette. Ah ça bon? Pas Savannah qui dit le contraire. Madame là, ça sont diététicienne. Oui. Parce que il me connaît. Je connais. Tout le monde dans la reine là, ça connaît. J'ai travaillé ensemble connaît. Qui Savannah, qui Pamela, qui est tout bon. Alors le premier bitin nous a dit c'est que Diri là, nous avons mangé la soupe d'un couillonnette. En réalité, c'est papier mâché nous avons mangé. Véritable Diri là, nous avons mangé. Ils sont Diri marchands. Encore une fois, pour un produit, ils sont marchandises. Ouais. Et l'homme qui a une marchandise, s'il fait plus-value, gagner l'argent, il a réduit des postes pour investir d'ailleurs en termes de qualité, puis privilégier la quantité. Ça a commencé, le monde qui a compris ça parfaitement. Ouais. Deuxième bitin, nous faisons l'enquête et nous prévoit Diri. Et en qui rend hommage là, en Martinique avec Gérard Sainte-Rose, c'est qu'il fait une découverte Diri. Il a fait des champs Diri en Martinique. Oui, vrai Diri là, quoi. Bon Diri là. Bon Diri là. Et vrai Diri là, après on une découverte comme ça, c'est là où c'est un processus. Ouais. C'est planter, essayer, expérimenter, planter, replanter. C'est ça nous fait à Désirade, c'est ça nous fait à Marie Galant, tout pas de jeu de là, des vidéos souvent ouvertes, qui a montré Diri là. Et progressivement, nous arrivons au véritable Diri guadeloupéen. Alors, quand on expliqué au là, fait Diri là, c'est yon. Ouais. Mais si nous faisons Diri là, et une propriété à quelques monde, donc il a sorti de l'état de produit, puis passer à l'état de marchandise, ça part pour la visibilité, la vision de nos sociétales. Nous avons demandé tout Guadeloupéen des produits Diri, ça c'est Diri. Et c'est possible que Guadeloupéen produit Diri?
Non, mais rappose aux questions. Mais David a sorti dit que à Marie-Galante à Désirade et en Guadeloupe, nous avons fait, nous n'avons pas habité, après on vue de l'Est, nous n'avons pas fait des mondes ça son expérience ancienne. Songer, quand l'écrinet a lancé ça. Pour production à Diri, Thibault, c'était une production à Diri, aussi, en participant à chaque fois. Mais on ne parle pas de l'habiter, nous, Caïfé, on parle de nous, Jacques Café, qui est visible, qui peut manger. Alors, le 16 janvier, Caïfé fait réellement. Alors, nous demandons, comme tu fais le 11 novembre, nous demandons tout Guadeloupéen là, qui en cas dans Casayo, qui devant Potaï, qui est jardin, planté d'Iri. C'est pour éviter de faire ça en marchandise. Il faut y grenadier là, tout ça qui j'ai ça veut dire que nous allons faire ça avec une formation des formateurs. Tout patron, nous allons former des formateurs pour former mon parce que moi, bien envie qu'on plante des d'Iri devant Potaï. Ah ben, moi, nous allons en contact, sur le téléphone, nous allons en contact avec nous et nous allons faire. Mais il faut tout Guadeloupe planter d'Iri pour que même ces grands sur les grands monde nous connaissent là, pas si on nous a ici, les grands monde nous connaissent là, ils rapidement prendre d'Iri là en main. Et comme il y a le moyen financier, nous allons trouver une d'Iri. C'est les gens pour empêcher ça fait, nous allons faire comme nous faisons pour Moringa. C'est KBM qui popularise, vulgarise Moringa. Si nous partions faire ça, il était venu aux marchandises. Et il a disparu, ou bien il est disparu. Et d'ailleurs, nous partons qu'à faire à peine au mois nous commençons à vulgariser toute commune. Monsieur a dit dans le grand marché, il y a vendu 14 €. D'accord. Donc pour éviter ça, nous avons dit tout le monde plante des Iri à eux. Et donc, il y a une des 3 mois que nous Iri tranquillement, des Iri de qualité. Il peut déjà mettre droit d'ailleurs trempé. Il peut mettre droit d'ailleurs. Vous pouvez acheter du bâti encore. Ah ben. Non, mais nous n'avons pas gagné le combat à la souveraineté. Oui, mais on va dire. Qui aurait gagné le combat à ça? Sinon, nous aurions reproduit le même système là. Donc régulièrement, si on comprend bien, KBM qui a lancé des idées comme ça. Prochaine idée là, prochaine idée là, le 16 janvier, c'est Diri là, et chaque 3 mois, chaque mois, oui. Donc au niveau de la souveraineté alimentaire. Basons d'autres modèles de société. Il n'y a pas qu'à dire l'autre. Nous pas dépendons uniquement à la souveraineté alimentaire. Dans le cadre colonial là, on peut venir souverain au niveau alimentaire. L'idée qu'il y en a, c'est la souveraineté alimentaire et d'autres modèles de société. C'est pourquoi nous avons dit, tout le monde plante des Iri pour ne pas faire de son marchandise. Il ne faut pas éviter nos marchandises. Il faut éviter ton produit. Alors, pour tout comprendre que ça va entrer en contradiction et une série de visions. Oui, bien sûr. Nous pas à la conquête du marché intérieur. Pas ça nous pas fait. Nous pas du marché là. C'est pas pour nous qui produit. Bon, mais ça c'est. Alors, dernier petit info nouveau quand même, c'est là où on dit tout ça au niveau alimentaire, au niveau planté d'Iri, etc., au niveau modèle société, pour en balance pour société là, ça, pour un bouteille petit à petit. Eh bien, là, qui j'ai nous résumé, nous mettons en place ça dans chaque commune, ça veut dire des lacous. Des lacous qui capotent non à des Guadeloupéens qui méritaient parler de eux. Nous avons la cour Jacques Nestor, nous avons la cour Lincoln Frein. La cour à l'esclave Géotrude. Et c'est la cour là ça, c'est la cour communale, c'est eux qui a impulsé les expérimentations. Alors qu'est-ce qu'a fait dans la cour? Eh bien la cour premier bité nous commandé nous faire dans la cour, c'est même la place nous des jardins. Soit jardin bocage, soit jardin partagé. Pas jardin créole. Nous avons jardin bocage. Parce que nous avons jardin créole là. C'est ça nous avons jardin bocage. D'accord. Jardin créole, enfin bon, notre débat. Premier mot là. Nous avons jardin bocage. Et c'est objectif là, c'est produire de l'abondance. C'est très important. C'est pas qu'il y ait émancipation, si pas n'y abondance. Toutes les civilisations, toutes les sociétés qui développent ils développent parce qu'il y a abondance. Parce que l'abondance qui permet de libérer un espace pour d'autres activités, d'autres bités faites. Donc c'est pour ça que nous avons intérêt à régler question à l'abondance. Et c'est pour ça, dans les lacs aussi, nous avons non seulement produire avec des groupes d'entraide, et c'est un des héritages, le mouvement des temps passés, quand même, c'est bon, nous. C'est des coups de main. C'est des coups de main. Nous ne pouvons pas dépenser l'argent. Coup de main, groupe d'entraide, ensuite échange entre la cour de produits. Faites surplus là. Bocantage à produire surplus là pour créer de l'abondance, mais créer ça, les marxistes qui ont créé des rapports de production nouveaux. Mais ça, c'est réellement des rapports de production nouveaux. Et de consommation. Et de consommation, évidemment, en termes de qualité. Et c'est pour ça, dans le processus là, ça, nous à un moment donné, contre tous les diététiciens, tous les ceci, tous les gens qui travaillent avec eux, contre eux, pour battre ça corps. Pour battre ça corps, parce que, à dans vision inédite à nous, croyons qu'en dit dans ce système là, ça faut nous poser propre système à nous. Pékin grand soir, à vie à nous, il faut nous poser et expérimenter. Oui, c'est ça. Bon, ben, monsieur Lavé, on va dire merci de venir.
C'est moi. Et nous avons rappelé, nous avons songer, donc le 16 janvier. Est-ce qu'on peut son numéro de téléphone? Ah ben oui, bien sûr, on va se noter pour passer ensemble, on va crier moi après ou bâti. Alors bon, moi tout de suite, et ben nous en direct. Alors, c'est secrétariat à l'organisation, mais c'est là, nous avons dit ça, c'est là, mais c'est la cour Géotia Archimède. D'accord, où là il est ça là? Il tout partout. Il est à l'eau? Il tout partout. Ah d'accord. Son la cour qui tout partout. C'est quoi qui ont la cour pour l'organisation. Oui. C'est 0690 91 18 11. 0690 91 18 11. La cour Géotia Archimède. La cour Géotia Archimède pour les gens qui ont envie le 16 janvier et veulent nous planter d'iri en Kazayo, en Didan Kazayo, devant Potayo et tout partout. Encore une fois, pour nous prendre chimée à l'abondance. Parce que c'est chimée à l'abondance qui mène à l'émancipation. Ben, nous allons dire merci de venir et en respect que Guadeloupe entend nos messages là. Et le 16 janvier, d'iri là qui commence pour Fossaï. Ouais. Et nous aussi, merci. 13h04, nous avons un petit campo. Et à un petit moment, nous avons souvent, ça va tomber bien. On dit diététicienne Savannah Laurent, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Et après, nous avons Pamela Roberton. Bien voilà, il est 13h10. Je vous l'ai dit, on va recevoir dans un instant Madame Laurent, Savannah Laurent, bonjour. Bonjour. Vous êtes diététicienne. Oui. Vous êtes venue parler ici dans le cadre de la chronique de la Mutualité française. On va parler de l'alimentation et des fêtes. Voilà, c'est ça. Ouais, il y a des choses particulières. Ensuite, on va recevoir dans un instant Pamela Aubertin, bonjour. Bonjour. Elle est docteur en sciences politiques et droit, mais là aussi, elle est aussi secrétaire de la CSPC. CSPCC. Voilà, on va en parler dans un instant. Pour l'heure, on revient à l'actualité. L'actualité, c'est la signature du protocole de rappel à l'ordre à Abemaro. La semaine dernière, c'était au Moule. Cette fois-ci, c'est à Abemaro en présence du préfet. On regarde. C'est très important parce que ça montre que le travail d'un procureur, ça n'est pas seulement de réprimer, de mettre les gens devant le tribunal quand ils ont commis des infractions, c'est aussi de faire tout un travail en amont pour prévenir la délinquance. Et signer avec une mairie une telle convention sur le rappel à l'ordre qui consiste à éviter les poursuites à des jeunes gens, eh bien pour moi c'est très important. Nous avons déjà, c'est vrai, un dispositif qui existe, qui est le Conseil des droits et devoirs de la famille, où il s'agit pour nous d'accompagner la famille dans sa globalité, bien sûr, les deux parents, ainsi que les enfants. Mais il s'agissait de pouvoir aller beaucoup plus loin. Et avec cette signature du rappel à l'ordre, ça nous permettrait, bien, tout simplement, dans le cadre de ce dispositif, d'apporter des réponses éducatives, bien sûr, à nos jeunes, tout en les mettant face à la responsabilité de leurs actes, parce que ça c'est extrêmement important, mais surtout faire en sorte d'accompagner le jeune, d'accompagner la famille, afin d'apporter des réponses de solutions, bien sûr, aux différents actes d'incivilité qui se traduisent sur le territoire. Voilà, nous sommes à la période de Noël, effectivement. Est-ce que les Guadeloupéens, après tout ce qui s'est passé dans les semaines précédentes et même au courant de l'année, sont dans l'esprit de Noël? Nous sommes allés dans les rues avec la caméra et le micro. Et on a posé la question, est-ce que vous êtes dans l'esprit de Noël? Regardez. À quelques jours des fêtes de Noël, est-ce qu'on peut dire que vous avez l'esprit de Noël cette année? Pas vraiment. Oui, non, pas du tout. Cette année, ce sera au calme avec la famille, mais l'esprit de Noël est là, mais on ne va pas faire grand-chose cette année. Pas du tout. Je suis en famille. Le fait d'être déjà en famille, c'est suffisant pour moi, mais vraiment, l'esprit de Noël, ça fait déjà quelque temps que je ne l'ai plus. Les choses sont un peu compliquées, donc on essaie de faire avec, mais pas vraiment l'esprit de Noël. Toute l'ambiance qu'il y a en ce moment, les grèves, tout ça, ça donne pas envie, et même l'esprit de Noël a disparu, en fait. Vous pensez que toute la situation sociale qu'il y a eu en Guadeloupe a influé sur tout ça pour vous? Malgré tous les grèves qu'il y a eu, oui, on fait qu'est-ce qu'on peut, on fait nos courses, on est en train de passer un bon moment avec la famille. C'est tous les événements qui se sont passés, et voilà. Moi, je trouve que c'est vraiment le climat qui ne donne pas envie, voilà. Ça a eu un impact, et puis bon, les gens essaient de s'en sortir, mais bon, c'est pas évident, donc voilà. Pour ma personne, je ne suis pas, j'ai pas l'esprit festif en ce moment. C'est les années, au fur et à mesure que le temps avance, on perd tout ça, quoi.
Oh, mais j'ai ma maman qui vient de la République dominicaine. Et on va faire les repas comme d'habitude, on va faire des retrouvailles avec les amis et c'est tout. Hein? Bon, il ne reste pas beaucoup de jours avant Noël, donc on va voir ce qu'on peut faire. Après, je peux comprendre que les gens aient envie de décompresser par rapport aux situations et par rapport aux grèves et aux frustrations dues au confinement. Tout ce qui est cadeaux, sapin, décoration, est-ce que vous avez déjà pu faire tout ça? À cette année, il n'y a rien pour moi. Pas de cadeaux, pas de sapin, rien. C'est au calme. Ma mère, oui, s'en est occupée. Ma mère s'en est occupée, mais moi, non, pas particulièrement. Oui et non, si on veut, oui et non. Donc voilà. Ah oui, j'ai fait moi, de mon côté, mais peut-être que d'autres personnes, non, forcément. Oui, j'ai déjà fait mon sapin, j'ai fait plein de décorations chez moi. Et oui, on a acheté déjà les cadeaux, tout est prêt pour fêter Noël, si Dieu veut, comme il faut. Les finances ne sont pas vraiment au rendez-vous, donc on va essayer de jongler un petit peu, donc voilà. Juste le repas, ce sera tout. 2021, pour moi, c'était pas une bonne année, donc il n'y a rien à raconter de bon, malheureusement. Pas d'argent, on peut pas faire grand-chose, hein. Donc voilà. Comment le Noël s'annonce pour ces Guadeloupéens, en tout cas, si ce n'est qu'un micro-trottoir, est-ce que ce sera différent? Mais justement, on va poser la question à notre diététicienne. Bonjour. Bonjour. Et là, dans le cadre de la mutualité française, Oui. quels sont les aliments phares qui allient plaisir et goût pendant cette période de fête de fin d'année, selon la diététicienne que vous êtes? Oui, tout à fait. Donc, bonjour tout le monde. Alors déjà, moi, je pense qu'il y a des indispensables à avoir sur notre table de Noël. Donc, à savoir, bien évidemment, nos racines pays, voilà, hein, puisque du coup, ça allie à la fois le goût, un bon poyo, la banane jaune, igname, patate douce en fonction des goûts de chacun, mais aussi la santé, puisque faible index glycémique, donc notre glycémie, du coup, ne va pas monter en flèche avec ce type d'aliments. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est aussi les salades de crudité fraîcheur à base de Christophine râpée, pourquoi pas. On a la carotte râpée aussi, et le concombre, le giromon râpé aussi. Donc tout ça, c'est des choses à expérimenter quand on ne le fait pas habituellement, à mettre sur la table de Noël, plutôt que le traditionnel concombre, tomate, maïs. Voilà. Oui. Donc ensuite, ce qui est intéressant, c'est nos pois. Donc le pois d'Angole, bien évidemment. Quand on en trouve, mais il y a aussi d'autres pois, pois cornes, pois boukoussou. Allons sur les marchés, voir ce qu'il y a, pour voir ce qu'on peut mettre sur notre table de Noël. Et enfin, les fruits en salade de fruits locale. Donc, on va couper des fruits frais, donc soit de notre jardin, soit qu'on aura acheté. Et bien évidemment, on agrémente ça d'un peu de cannelle, etc. Donc, pour moi, c'est les indispensables. Après, on peut compléter par une quiche, des acras, etc. Mais là, je parle vraiment des indispensables. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des aliments qui permettent de nettoyer le corps avant, pendant et après Noël? Parce que quelquefois, il y a des, je ne vais pas dire des abus, mais enfin bon, on peut manger plus pour Noël qu'un autre jour. Tout à fait. En fait, ce ne sont pas des abus, c'est-à-dire qu'on se fait plaisir plus que d'habitude puisqu'on est entouré de gens qu'on aime. En général, quand on est heureux, on mange un peu plus. Voilà. Donc, du coup, on a le gombo. Donc, le blaf de gombo, quand vous le mangez, par exemple, avant un dombré ou avant pois d'Angole et viande cochon, voilà, ça va permettre de capter les mauvaises graisses qui, en fait, n'iront pas encrasser le sang. Donc, ça, c'est très intéressant. Ensuite, on a l'aubergine qui est aussi à cet effet. Et enfin, ce qui est intéressant, c'est le jus de groseille aussi, c'est intéressant. Le jus d'hibiscus. Alors, on va dire le jus de groseille maintenant mélangé avec le gingembre. C'est très bien, parfait. Oui. Puissant antioxydant en plus, donc on a besoin de se nettoyer en ce moment. Ouais. Donc voilà, on a le jus d'hibiscus, donc c'est les pétales d'hibiscus. Tout à fait, qu'on va faire... laisser tremper dans de l'eau la nuit et donc ça va lâcher cet arôme et ces pigments et le matin on agrémente de citron et ça nettoie super bien, Monsieur Zandronis. Bon, voilà. Heureux de l'apprendre. Non, mais je suis bien content. Voilà. Et enfin, qu'est-ce que j'ai pu... Et le jus de concombre persil. Un jus de concombre? Oui, tout à fait. Notamment après les fêtes. Je vais vous expliquer ça aussi. Le boire du jus de concombre, au moins 3 fois par jour, permet vraiment de nettoyer. Quand on boit ces jus-là, il faut les boire au sucré ou bien nature? Alors, le mieux, c'est nature. Après, on peut rajouter une touche de miel, pour ceux qui veulent un petit goût, voilà, parce que le miel reste santé. Hein. Oui. Voilà. Alors,
Est-ce qu'il y a de véritables astuces au lendemain des fêtes? Ben justement, donc au lendemain des fêtes, premièrement, on va limiter tout ce qui est sucre. Voilà, on va plutôt être sur ce qu'on appelle une diète protidique. Donc on va privilégier... Diète protidique. Je vous explique, hein, Oui, bon, c'est un mot, voilà. Oui. On va privilégier les légumes. Donc si on a du concombre, poiton, un reste des légumes des fêtes. Donc on privilégie ça avec des protéines. Donc on peut se faire des œufs. Si on a un reste de poisson, voilà, ce type de protéines. Et avec ça, on peut agrémenter. Enfin, vous voyez, si on avait le pain santé de KBM, ça aurait été parfait, puisqu'il ne fait pas monter la glycémie. Voilà. Après, si on a des pois, plutôt des pois que du riz après les fêtes. Hein. Voilà, parce que le riz, c'est... Ils viennent dire qu'on fait une journée sur le riz. Alors, sauf le riz santé. Voilà. Santé. Sauf pour ceux qui ont du riz santé. D'accord. Voilà. Bien. Alors, autre chose, c'est un terme qu'on utilise beaucoup maintenant, la détox. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme élément pour favoriser une détox? Alors, la détox, c'est le fait qu'on a une accumulation de radicaux libres dans son corps par tout ce qui est pollution, environnement. C'est normal, hein, mais également le stress, puisqu'il faut savoir que le stress, c'est le plus grand pourvoyeur de toxines dans le corps. Et pour pouvoir éliminer tout ça, ça passe par l'alimentation. Donc, il y a par exemple, comme je vous ai expliqué, des aliments qui permettent d'éliminer. On a le curcuma, le gingembre, etc. Ceux qui savent faire des feuillages particuliers peuvent aussi faire des tisanes. Et puis, on a les jus de légumes. Voilà. Oui. Les jus de quels légumes? Des légumes qui drainent, comme par exemple le concombre. C'est un très bon... En fait, le concombre, j'en parle souvent parce que c'est le draineur par excellence. Hein. Voilà. Il ne faut pas le manger, il faut plutôt le boire, en fait, le concombre. On peut le manger et le boire. D'ailleurs, après les fêtes, on le mange, on le boit, on fait tout. D'accord. Ouais. Et il y a une astuce pour ne pas stresser, pour ne pas angoisser au niveau régime alimentaire avant les fêtes? Alors, pour les personnes qui ont l'habitude de manger équilibré pendant l'année, il n'y a aucun problème, le corps est bien fait. Alors, même si... quand je vous dis ça, je vous arrête chaque fois. Manger équilibré, c'est quoi? Manger équilibré, c'est justement avoir toujours une organisation autour de soit le matin, protéines, féculents, fruits. Je donne un exemple. Pour ceux qui sont plus locaux, ça peut être 2 poyos en féculents. Protéines, ça peut être par exemple de la sardine, hein, qui est riche en calcium. Et fruits, on va manger une banane ou une mangue ou un goyave en fonction de l'époque. Le midi, il faut qu'il y ait légumes, féculents, protéines. Donc on a par exemple poisson, patates douces et épinards. Je donne un exemple. Voilà. C'est ça l'équilibre en fait. Hein. C'est pas ne pas manger, c'est toujours avoir un ensemble d'aliments dont le corps a besoin. Parce qu'il y a des aliments dont le corps n'a pas besoin. Donc là, on sera sur des aliments plaisir. Alors, je note quand même que vous n'avez jamais signalé le lait. Donc, c'est à proscrire définitivement de l'alimentation. Non, je pose la question. Ah ben tout à fait, vous pouvez... Lait, yaourt, ce genre de choses. Alors, ce n'est pas à proscrire, mais en termes d'efficacité, le matin à l'âge adulte, hein, donc les enfants, c'est encore autre chose. C'est pas une protéine très efficace. Voilà, vaut mieux aller sur des protéines, sardines, œufs, voilà. Viande blanche, viande rouge. Alors, il faut privilégier la viande blanche plutôt que la viande rouge. Alors, viande blanche, c'est genre poulet, par exemple. Genre poulet. Oui. Viande rouge, on est plus sur du bœuf, de l'agneau. Oui. Alors, pourquoi? Parce que la viande rouge est très difficile à digérer par les enzymes de votre corps. Et du coup, comme c'est difficile à digérer, on peut avoir une partie qui reste pourrir dans le côlon. Et vous imaginez bien, je donne un exemple très imagé, hein, d'accord? Sur 100 grammes de steak... Oui. Quand vous mangez du steak, il y a 40 grammes qui restent pourrir dans votre côlon. Voilà. Et à force, vous imaginez... Non, mais pas du tout. Non, après, il faut boire du jus de concombre. Oui. Aussi, oui, alors il y a le médicament, d'accord. On prend le jus de concombre, d'accord. Voilà. Donc, du coup, à force de manger de la viande rouge, on a un côlon qui peut être, du coup, en mauvaise posture, l'apparition de polypes, etc. D'accord. Voilà. Donc, c'est pourquoi on en parle. Alors, réduction des viandes rouges au profit des viandes... blanche et du poisson. Et du poisson. Voilà. Poisson, fruits, bouillon, blaf, comment vous le voyez? Alors, on peut faire un petit poisson. Alors, en général, ce que je dis, tout ce qui est sauce et friture, le week-end, comme un peu on faisait avant,
D'accord? Et la semaine, pour ne pas être trop... Parce que vous savez, quand on mange trop lourd, on a tendance à vouloir dormir après. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, sans doute. J'essaie de ne pas manger lourd, mais en fait, je voilà. sais que ça arrive, oui. Donc, c'est pourquoi la semaine, on est en activité. On essaie de limiter tout ce qui est cuisson en graisse. On va plutôt être sur de la grillade, du blaf. Et le week-end, là, il n'y a aucun problème. On y va sur le ragoût, le colombo, le poisson frit. Il n'y a pas de souci. Une fois par semaine. 2 fois, samedi, dimanche. La viande, combien de fois par semaine? Pour une bonne diététique. La viande, vous parlez? Oui. Viande vraiment. La viande rouge ou blanche, comme vous voulez. En termes de viande, moi, je dirais 2 fois. 2 fois par semaine? Mais encore une fois, je ne veux pas traumatiser la population. Nos parents, c'était seulement le dimanche avant. Mais c'est pour ça que je vous dis ça. Ouais. C'est pour ménager son côlon. D'accord. Après, on peut être sur des choses un peu plus simples. Le poisson, par contre, on peut y aller. Vous n'avez rien dit sur le pain, les biscuits, etc. Alors, justement, je disais, on a tout ce qui est aliments santé qu'on peut consommer régulièrement et les aliments plaisir qui font aussi partie de la vie. Oui. Donc, c'est tout ce qui est quiche, pâte brisée, pâte feuilletée, tout ce qui est pain brioché, pain viennois, les pizzas, les agoulous, les boquites. Non, c'est pas à mettre de côté. Moi, que les boquites ont beaucoup d'huile, il faut éviter. Mais c'est pas à mettre de côté. Je veux dire, même une glace ou un gâteau au chocolat, on ne va pas dire on n'en mange plus jamais. Une fois de temps en temps. Voilà, donc tout ce qui est aliments plaisir, je dirais que c'est 3 aliments plaisir par semaine. Mais actuellement, en Guadeloupe, nous sommes à 7 par jour. Ah ouais, non, mais je tiens à préciser. Il faut mettre ça là. Non, mais alors ce n'est pas une blague, hein, je vous dis. On est acheté alors, au lieu de 3 par semaine, donc je répète, les pâtés morues, les flûtes, les galettes salées, les pains brioches, dès que c'est trop bon, il faut se méfier. Voilà. Les saucissons, bon. On est à 7 en moyenne par jour. Wow. D'où, on en discutait tout à l'heure là, tout ce qui est maladie métabolique, diabète, surpoids, cholestérol, c'est dû à un excès d'aliments plaisir. Si on en avait régulièrement, enfin, du moins modérément... 3 par semaine, ce serait bien. 3 par semaine. Oui, ce serait voilà. Oui. D'accord. C'est faisable. Hein? Bon. 2 petits mots quand même sur les alcools quand même. Oui. Le vin, champagne, tout ça, parce qu'ici on est champion malheureusement du champagne. Alors. C'est pour ça que je conseille, quand on sait qu'on est des bons fêtards, au moins, enfin, en novembre, on essaie quand même de fêter un peu moins, et puis on se lâche en décembre. On se lâche en décembre, mais on met au moins le week-end des fêtes, hein, là ça tombe le week-end. 2 petits mots et on termine, je vous lâche là. Sur les tisanes, genre les tisanes qu'on boit généralement, les thés, ce qu'on appelle en créole les thés, ou infusions, qu'est-ce que vous conseillez? C'est très bien les infusions. Alors je voudrais juste donner une petite info. Une infusion ne remplace pas l'eau. D'accord. Je vois beaucoup de personnes qui partent avec des infusions, qui ne boivent que ça, qui ne boivent pas d'eau tout court. Mais dans l'infusion, il y a de l'eau quand même. Oui, mais il y a quand même autre chose que de l'eau dedans. Et donc moi, je dis que... par exemple, ça peut être cette feuille Et attention, dès qu'on met des feuilles, on rentre quand même en fonction des feuilles, il y a peut-être aussi des dosages à avoir. C'est pour ça que je dis aux personnes, quand vous connaissez, il y a une bonne appli qui s'appelle Paroka. Par exemple, la citronnelle, par exemple. Oui, la citronnelle. Alors, mais c'est très bien. Oui. Mais du coup, vous buvez... Alors, disons, la personne, il ne faut pas qu'elle dise que l'infusion remplace l'eau. C'est tout simplement ça. On peut en prendre régulièrement dans la journée, mais ça ne doit pas... de l'eau quand même. Voilà, tout à fait. Oui, pas que l'eau soit un médicament. Puisque... Ben oui, c'est tout à fait. Et la seule boisson indispensable pour vivre, c'est l'eau. Hein. Voilà. Bien. Ben, je pense que vous nous avez donné de bons conseils. Sans traumatiser quand même, monsieur Zandronis. Mais là, bien pris de bonnes notes. Elle a pris note. Ah non, mais nous d'accord. J'ai trouvé mon entrée pour les fêtes. Ah, mais c'est parfait, c'est parfait. Et pensez au jus d'hibiscus, c'est très frais. On met du citron dedans après. Ça passe super bien. D'accord. On allie la santé et le plaisir. Alors, on me disait, un dernier mot, que c'est mieux de manger un fruit que de boire en jus. Par exemple, orange, etc., etc. Tout à fait, tout à fait. Vaut mieux... Alors, le matin surtout, c'est ce que je dis aux personnes, hein, le fruit, c'est intéressant le matin au réveil, ça booste, et en même temps, il y a des fibres qui permettent de faciliter le transit intestinal. Parce que le transit... La banane, par exemple, facilite. Hein. La banane facilite. Par contre, je voudrais quand même préciser, dans les fruits, il y a du sucre rapide, et donc, en fait... Ce qui est intéressant, c'est quand on mange un fruit, d'avoir une activité qui va avec. Voilà. Donc, si vous aimez les bananes, vous pouvez en manger 3-4, mais il faut aller faire un petit footing après. Ah, d'accord. Voilà. Et si on aime de la canne?
La canne. Ah ben oui. C'est pas du sucre, non, ça, c'est du sucre rapide. C'est du sucre très rapide. Très rapide. Maintenant, si vous avez l'activité qui va avec, encore une fois, on peut manger autant de fruits qu'on veut. Oui. Je voulais finir par cet exemple que je donne souvent. Oui. C'est, vous savez, auparavant, les enfants allaient à l'école à pied. Oui. Donc, ils mangeaient sur tout le bord de la route. Il y avait des fruits. Ils pouvaient manger autant de fruits qu'ils veulent. Vous voyez, ils étaient comme ça Oui. parce qu'ils faisaient de l'activité pendant qu'ils mangeaient leurs fruits. Par contre, les personnes qui mangent 5-6 fruits le matin, Et qui restent vont au travailler bureau, et qui restent au bureau, oui. ne vous étonnez pas, le Après. corps est obligé de stocker un peu. Ok, Madame Laurent, merci Voilà, d'être venue. c'est moi. Il faut venir plus souvent. Voilà, 13h29, on prend la deuxième pause. On va retrouver tout à l'heure Pamela et puis un peu plus tard, Edith Evridus qui est naturopathe. On reste toujours dans le même domaine aujourd'hui. C'était le bonjour avant les fêtes de Noël. C'était les conseils du ZCL justement pour vous aider à passer de Noël convenable. À tout de suite. Voilà, il est 13h38 dans le ZCL News. Je vous ai dit, on va recevoir notre naturopathe du jeudi. Bonjour Edith, ça va? Bonjour Danick, ça va très bien. Ça va très bien, on le voit. Et avec Pamela, on va parler du conseil scientifique. Il faut bien. Bonjour Pamela. Bonjour Danick. Alors, les gens qui ne savent pas, c'est quoi le conseil scientifique? Alors, le Conseil scientifique, c'est une association de citoyens, donc de citoyens qui se sont réunis pour justement avoir une expertise, une lecture différente, une lecture critique de la gestion de la crise du Covid-19. Oui. Donc on est apolitique, nous n'avons pas de conflit d'intérêts et donc nous nous orientons essentiellement sur les données scientifiques. Voilà, Oui. sur ce qui se fait en matière de sciences, sur les revues qui se font et on essaie de sensibiliser notre population à toutes ces données scientifiques qu'on ne retrouve pas malheureusement dans les médias dominants. Alors, pour que ce soit bien clair, le conseil scientifique n'est pas complotiste. Alors, actuellement, ce qui est drôle, Oui. c'est que chaque fois que vous avez un regard critique Voilà. et que vous vous posez des questions en ce qui concerne la crise du Covid-19, on vous traite de Le complotiste. complotiste, oui, oui, tout à fait. Alors, nous sommes critiques, nous nous posons des questions, nous faisons preuve de prudence et de discernement et surtout, nous on est guidés aussi beaucoup par le principe de précaution. Alors, depuis la création du conseil scientifique citoyen, il y a eu beaucoup de réflexions, beaucoup d'émissions sur Radio Tambour, sur Radio AIS, un peu partout. On a eu le plaisir de te recevoir aujourd'hui ici. Alors, je donne une toute dernière information qu'on vient d'avoir. La crise, elle est en Martinique, la 5e vague. Hein. Donc, dans quelques temps, elle sera en Guadeloupe. C'est comme ça que ça fonctionne maintenant? Bien, écoutez, on verra bien. C'est sûr qu'actuellement, les personnes qui peuvent venir en Guadeloupe, ce sont des personnes qui sont vaccinées. Oui. Hein, si vous n'êtes pas vacciné, il vous faut un motif impérieux. Oui. Donc, on l'a vu qu'avant le mouvement social, il n'y avait pas de test. Donc, Oui. beaucoup de personnes arrivaient en Guadeloupe. Et donc, forcément, eh bien, il y a des contaminations qui peuvent avoir lieu. Donc, c'est une possibilité, c'est une éventualité. Maintenant, d'autant plus qu'on sait aujourd'hui que les personnes vaccinées peuvent contaminer, Oui. que les personnes vaccinées peuvent transmettre le virus et que surtout, il y a des dernières études qui ont montré que les personnes vaccinées, c'est souvent chez elles que se développent les variants. Alors, c'est ça justement. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça scientifiquement? Il y a une explication? Alors, je vous aurais recommandé les travaux du professeur Vélo, qui en a beaucoup parlé, puisqu'il expliquait justement que pour avoir des variants, il faut généralement que vous ayez deux virus qui se rencontrent. Donc, deux matériels génétiques à l'intérieur du corps. Or, avec ces vaccins et cette nouvelle technologie, on vous injecte du matériel génétique. Et il suffit que vous ayez un autre virus, la grippe, la dengue, le chikungunya, pour que ça puisse se recombiner ou que vous rencontriez le Covid même, et pour que ça puisse justement avoir des variants. D'ailleurs, on l'a vu en Afrique du Sud, on a vu d'ailleurs que les variants sont apparus, d'ailleurs le variant sud-africain, le variant anglais, dans les endroits où il y avait, où les premiers tests de Pfizer et les autres étaient là. Donc le variant brésilien aussi. Oui. Donc là aussi, de plus en plus, Vélo, c'est quand même un grand professeur qui est spécialiste en... Épidémiologiste? Non, il n'est pas en épidémiologie, mais dans le génie génétique. Oui. Et bon, on a quand même traité de complotiste. Et pourtant, aujourd'hui, vous avez des études qui montrent qu'effectivement, on retrouve de plus en plus de variants chez les personnes qui sont vaccinées. Parce que l'autre point de vue qu'on diffuse, c'est que
quand vous êtes vacciné, on disait autrefois quand vous êtes vacciné, vous êtes guéri de tout avec une seule dose. Maintenant, on est à quoi? On est à la 3e dose, c'est ça? On est à la 3e dose et en Israël, on suit souvent Israël, on est à la 4e dose. Ils sont déjà à la 4e en Israël. Alors, oui, ça commence déjà à être dans les discours, la 4e dose. D'ailleurs, vous avez le président du Conseil scientifique de France, M. Delfrécy, qui a dit qu'il faudrait peut-être envisager une 4e dose. Oui. Voilà. Et Macron, hier soir, a dit que finalement, la vaccination deviendra régulière. Alors, c'est un projet qu'ils ont. Alors, c'est pas parce que Macron le dit que ça se fera. Tout dépendra de nos actions ou de nos inactions. Mais en tout cas, aujourd'hui, en point de vue scientifique, la vaccination de masse est un véritable échec. Il ne faut pas oublier que la science est fille du temps. Ce qu'on disait avant n'est pas forcément ce qui se passe maintenant. Puis surtout, on s'est fié beaucoup aux données de Pfizer. Il n'y a pas eu d'études indépendantes. Pfizer avait annoncé 95% d'efficacité. L'immunité collective, tout ça. Mais l'immunité collective, vous avez l'Islande qui l'a essayé, Gibraltar qui l'ont essayé. Gibraltar, ils étaient vaccinés à plus de 99%. L'Islande, ils étaient vaccinés à plus de 93%. Et l'Islande, ça a été un des pays où le taux de contamination était le plus élevé. Si bien que le responsable en chef de la vaccination en Islande a dit mais l'immunité collective, finalement, on n'y arrive pas. Et vous avez d'ailleurs, et c'est important de le relever, vous avez la déclaration de Barrington avec les meilleurs scientifiques, les meilleurs épidémiologistes au monde. Donc, ce n'est pas Pamela Aubertan qui vous parle ou M. Portekop du CHU, c'est les meilleurs épidémiologistes au monde qui vous parlent. Ils ont fait ce qu'on appelle la déclaration de Barrington, qui était signée par les 800 plus grandes pointures dans ce domaine, en virologie, en immunologie, qui a reçu le soutien de plus de, je crois, 800 000 signatures, et ils vous disent d'arrêter cette vaccination, que ça ne fonctionne pas. Ah bon, ils disent ça carrément? Oui, ils le disent qu'il faut arrêter cette vaccination, qu'elle ne fonctionne pas, puisque la plupart des études montrent que le vaccin est un véritable échec, et ils vous disent, je vous lis, ils disent il faut faire en sorte d'autoriser celles et ceux qui ont le moins de risque de mourir du virus de vivre leur vie normalement afin qu'ils fabriquent de l'immunité au travers d'infections naturelles tout en protégeant celles et ceux qui ont le plus de risque de mourir. Donc, justement, on a remarqué. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Parce que maintenant, ça fait pratiquement 2 ans qu'on a des données scientifiques sur le Covid. On a remarqué qu'en fait, contrairement à ce que nous a dit les médias, le Covid n'est pas une pandémie extrêmement mortelle. Je vous rappelle, et elle a très bien dit, Savannah, que la principale cause de mortalité dans le monde, ce sont les maladies cardiovasculaires, les cardiopathies ischémiques, qui sont essentiellement dues à la sédentarité, à la surcharge pondérale, au diabète. Donc ça, aujourd'hui, on le sait. Le Covid, son taux de mortalité, il ne fait même pas partie des 10 maladies qui tuent le plus dans le monde. La faim tue plus dans le monde, la pollution tue plus dans le monde, et en Guadeloupe, on meurt le plus d'AVC. Le cancer aussi. Et le cancer. On sait également autre chose. On sait qu'aujourd'hui, le Covid, c'est une syndémie. Alors, c'est quoi une syndémie? C'est la rencontre entre un virus et une pathologie chronique que l'on a. Et c'est cette rencontre entre ce virus et cette pathologie chronique qui peut créer des dégâts. Quelles sont ces pathologies chroniques qui peuvent créer des dégâts? C'est l'hypertension, on le sait, le diabète, la surcharge pondérale, et ça joue un rôle important. Alors, quand je vois notre set aliment plaisir... les morbidités qu'on a. Et c'est cette rencontre-là qui fait que ça peut faire des dégâts. Mais bonne nouvelle, malgré tout, bonne nouvelle, le taux de survie du Covid est de plus de 99%. Aujourd'hui, le taux de létalité, c'est-à-dire le taux de personnes qui meurent suite à une infection du Covid, est de 0,5%. La grippe, c'est de 0,1%. Alors, Pamela, non, mais je pose la question. Ça veut dire que tout ce qu'on raconte, ce qu'on dit que ce sont des fake news, en fait, les fake news, c'est de l'autre côté, alors. Disons que c'est comme si vous avez une feuille blanche, vous avez un point noir. Et les médias ont mis l'accent sur le point noir. Ils n'ont pas mis l'accent qu'il y a quand même 99%, plus de 99% de survie. Ils n'ont pas mis l'accent sur le fait que le taux de létalité est faible. Alors, on se retrouve face à des médias, malheureusement, qui sont beaucoup dans le sensationnalisme. Voilà. Bien sûr. Et ça, c'est ça qui fait vendre. Et donc, aujourd'hui, c'est pour ça qu'en science, on prend du recul. C'est ça notre travail de bénévole du Conseil scientifique, c'est d'éplucher cette littérature scientifique et de prendre du recul. Et de se dire, mais tiens, il y a un souci.
Deuxièmement, on voit que de plus en plus d'études scientifiques sont sorties. Aujourd'hui, avant, on se basait sur Pfizer, sur Moderna. Maintenant, il y a des études qui sortent. Il y a une étude dans le Lancet qui est sortie qui dit que les personnes vaccinées contaminent autant, si ce n'est plus, que les personnes non vaccinées. Vous avez une autre étude qui est sortie en France qui a montré que le taux de vaccination n'a aucun impact sur le taux d'incidence. Vous avez même une autre étude qui est sortie qui a étudié le cas des pays, donc 68 pays qui se sont fait vacciner. Et cette étude, en fait, vous montre clairement que, en fait, le taux de vaccination ne joue pas sur la transmission et la contamination. Et même au contraire, ils ont remarqué, chose bizarre, que les contaminations augmentent dans les pays qui se sont fait fortement vacciner. Et d'ailleurs, on le voit concrètement en Afrique. Oui. Les gens, c'est fini pour eux. Ouais. Vous avez des États au Texas, dans des États américains, c'est fini le Covid. Ouais. À Miami, on vit à Miami, dans tous les États républicains, on a fini avec ces restrictions. On vit, vous vaccinez si vous voulez ou pas, mais on vit. Et vous avez l'État du Vermont qui était le plus vacciné, c'est l'État où il y a le plus de contamination. Alors, l'autre question qui vient, pourquoi on incite les gens à se vacciner? Ça, c'est la bonne question, ça. Alors, c'est une bonne question, effectivement, puisque là, on se rend compte, et c'est là que c'est très important pour nous, population, c'est de se dire, mais scientifiquement parlant, la vaccination ne tient plus. Scientifiquement parlant, le pass sanitaire s'effondre. Ah, quant à ça, le pass sanitaire s'effondre puisque je suis vacciné. Je peux transmettre, je peux contaminer. Et on vous disait, non, mais on vous vaccine par rapport au taux d'hospitalisation. Oui. Aujourd'hui, on le sait et on a les données, je peux vous en donner quelques-unes. Aujourd'hui, on a remarqué qu'en France, 57% actuellement des gens qui sont à l'hôpital sont des gens qui ont été vaccinés. Oui, mais on ne le dit pas. Donc voilà, donc ça c'est un vrai problème. Vous avez en Écosse, vous avez, je crois que c'était 80% des personnes qui étaient à l'hôpital et même des personnes qui sont décédées, c'était des personnes qui étaient vaccinées. Donc même les formes graves, les formes sévères, les personnes vaccinées le font. En Israël, 90% des formes sévères et hospitalisées étaient des personnes vaccinées. Donc aujourd'hui, ça ne tient plus la route. Donc, pourquoi il y a ça? Eh bien là, on est rentré dans le dogme. C'est-à-dire que même si tout ce qu'on me montre, ça ne fonctionne pas, je suis dans le dogme. Et on a l'impression que l'Europe est en train de basculer et de revenir en arrière. Souvenez-vous, quand l'Église catholique excommuniait les scientifiques qui disaient non, mais la Terre tourne autour du Soleil, c'est pas la Terre qui est au centre du système solaire. On rentre dans un dogme. Et dès lors que vous avez une opinion critique et que vous remettez en question ça, vous regardez les données, eh bien, vous êtes traité de complotiste, vous êtes excommunié, vous avez même des blâmes. Pourquoi il n'y a pas un médecin? Normalement, ça devrait être des médecins qui devraient parler. Aujourd'hui, les médecins qui parlent, et d'ailleurs, on en a en Guadeloupe, qui ont parlé sur des plateaux TV, notamment un à BFM TV, il a été pourchassé par l'ordre. Et on veut lui donner un blâme. Des médecins qui traitent sont pourchassés. Raoul qui a soigné des gens a eu un blâme. Oui, parce qu'il y a des médicaments qui ont été écartés des étals des pharmaciens parce qu'on ne voulait pas. Alors, la question, c'est la dernière question, est-ce qu'on veut guérir ou on veut amplifier le mal? C'est la question qu'on se pose parce que vous avez des pays, et on voit la différence aujourd'hui, on peut le comparer. On voit que les pays africains, on voit que les pays du Brésil, on voit que l'État de l'Inde, l'État indien de l'Uttar Pradesh, la ville de Mexico ont traité, par exemple, avec l'ivermectine, ça a fonctionné. Ils ont diminué leur taux d'hospitalisation, ils ont diminué les taux de transmission, ça fonctionne. Aujourd'hui, il y a des traitements qui fonctionnent. Vous avez l'azithromycine qui fonctionne, parce qu'on comprend mieux que le Covid, comme c'est une maladie qui provoque une réaction immunitaire et inflammatoire. Aujourd'hui, on sait que vous avez des médicaments qui peuvent diminuer ça. Aujourd'hui, on a des traitements avec l'oxygénothérapie, les corticoïdes, les coagulants, on sait traiter. Et chose étrange, dernièrement, M. Véran a interdit, en tout cas, il a limité l'utilisation de l'azithromycine. Donc, effectivement, on se retrouve avec un gouvernement avec des gouvernements qui sont de moins en moins bienveillants envers leur population et qui ont un dogme, c'est la vaccination. Et une vaccination, on ne voit que ça ne fonctionne pas, mais on vous dit 4 doses, 5 doses, 6 doses, 7 doses, 8, 9, 10, 12, vous allez avoir un abonnement. Et je vous rappelle que le président de Pfizer vous a dit que pour Omicron, il va inventer un nouveau vaccin qui sera à 3 doses. Oui, carrément. Oui. Un dernier petit mot, Panela, quand même. Le masque. Alors, le masque, là aussi, vous avez plusieurs études scientifiques, comme aujourd'hui on a un recul, qui ont montré que notamment, alors, par exemple, il y a des situations différentes, mais le masque sur des personnes en bonne santé, qui ne sont pas malades,
c'est contre-productif. Oui. Le masque sur les enfants, alors là, n'en parlons pas, les enfants ne l'utilisent pas correctement, ça ne sert à rien, ça ne fonctionne pas, pire, c'est un vecteur de virus. Le masque en plein air, aujourd'hui, on sait qu'à l'extérieur, et notamment chez nous, dans les milieux tropicaux, ça ne sert strictement à rien parce que les rayons d'UV détruisent rapidement le Covid. Oui. Et quand on voit le taux de létalité du Covid, quand on voit que le taux d'hospitalisation n'était pas aussi fort qu'on le disait, hein, c'est 2% des lits d'hospitalisation en France. Le masque, non. Le masque, si vous êtes malade, et encore, les masques que l'on a ne sont pas des masques aux normes, ce sont des masques qui ne sont pas forcément stériles. On va les garder pour le carnaval, d'accord. Bon, Pamela, première émission, on promet une émission un peu plus grande. Oui. Il va falloir dire un certain nombre de choses sur ce dernier mot qu'on va utiliser, sur la manipulation. Oui, pour comprendre justement comment les gouvernements ont réussi. Rappelez-vous, en décembre de l'année dernière, plus de 80% des Français ont dit « je ne me ferai pas vacciner avec ça ». Et regardez, on va étudier, si vous le permettez, toutes les stratégies de manipulation qui ont été employées pour vous conduire exactement là où vous ne voulez pas aller. Et puis on essaie de comprendre pourquoi nous, en Guadeloupe, on n'a pas réagi de la même façon. Il faut nous résister. Voilà. Merci Pamela, qu'on retrouvera très prochainement dans une émission un peu plus longue pour voir ça. On reste dans le domaine de la santé puisqu'on est avec notre naturopathe favorite. Bonjour Edith. Bonjour Danick. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de la réflexologie plantaire. Alors qu'est-ce que c'est la réflexologie plantaire? Alors la réflexologie plantaire, c'est l'art de faire des points, des pressions, des reptations sous les pieds. Ça n'a rien à voir avec un massage des pieds. Ah bon, c'est pas un massage des pieds? Non, c'est faire des points, des pressions, des reptations pour décongestionner les zones réflexes que nous avons sous nos pieds. Parce que sous nos pieds, nous avons entre 32 et 34 zones réflexes qui représentent nos organes. Par exemple, sous nos pieds, nous pouvons avoir le froid, l'image, voilà. Le froid, la rate, les reins, l'utérus, toutes les organes. Et donc, quand nous avons un corps qui est vraiment encrassé, un corps qui est enflammé, c'est-à-dire un corps qui est enfreint de toxines, qui n'a pas été détoxifié, qui n'a pas été nettoyé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un encrassement qui produit un ralentissement sanguin. Et cet encrassement, si elle perdure, parce qu'on n'aura pas fait ce qu'il va falloir faire, on n'aura pas détoxifié le corps, donc ce lot de toxines va impacter la circulation sanguine, ira se loger dans nos muscles, dans nos articulations, et tout bonnement, après, ce lot de toxines descendra sous les pieds. Et donc, c'est ce qui procure quelquefois, il y a des gens qui vous disent, on y mal pied, on y a bas plaque pied, en moins qu'à faire mal. Pourquoi? C'est une alerte. C'est comme si c'est le gyrophare qui se met en marche pour dire attention, il y a quelque chose. Et donc, quand on fait la réflexion, on décongestionne. Donc, ça veut dire qu'on libère l'organe de ces toxines et les toxines divaguent dans le corps. Et c'est pour cette raison, avec la réflexo, quand on a fini une réflexo, il faut boire beaucoup d'eau. Parce que l'eau, c'est un élément thérapeutique qui ira nettoyer l'encrassement du corps et faire en sorte qu'on libère les organes de ces toxines-là. Alors, je vois des dessins là sous les pieds qui sont derrière toi. Alors, c'est quoi exactement ce qu'on voit là? Vous voyez beaucoup de choses. On voit la parathyroïde, on voit les poumons, on voit la rate, on voit le côlon, on voit l'intestin grêle, on voit les reins, on voit les glandes surrénales, on voit un peu le nerf sciatique tout en bas. Donc, comme je viens de dire, nous avons entre 32 et 34 organes qui sont représentés sous le pied. Par exemple, au pied droit, nous avons le foie que nous n'avons pas au pied gauche. Au pied gauche, nous avons la représentation du cœur qui n'est pas au pied droit. Donc, pour faire une bonne réflexo, il faut déjà connaître la cartographie du pied, où se situent les zones. Et à ce moment-là, il faut faire des points et on va sentir l'encrassement sur la zone. Et en appuyant pour décongestionner cette zone, c'est tout simplement, je peux dire à un client quand il a fini sa réflexo, voilà, vous avez un encrassement sur telle zone, ça peut être sur les reins, ça peut être sur la vessie, ça peut être sur la rate. Et à chaque organe, on peut détecter quelle est la maladie. Ça fonctionne, Edith. Oui, monsieur Zandroni, je vais vous dire, pas pour alerter les Guadeloupéens, mais
sur l'année, je fais à peu près 900 réflexologies plantaires. Parce que ce sont des formations que j'ai faites en Indonésie. Et c'est pour cette raison que quand je parle de réflexologie plantaire, je parle de ma réflexologie parce qu'elle est thérapeutique. C'est une technique de massage qui est très recommandée pour la sphère nerveuse, pour la sphère digestive, c'est-à-dire si on est constipé. Elle est très recommandée pour les insomnies, pour la détoxification du corps. Justement, avant les fêtes, on peut se faire sa réflexo et avec une cure d'eau. Et après les fêtes, on peut aussi se faire sa réflexo et avec une cure d'eau. Mais je demande toujours aux clients d'être à l'écoute du corps. C'est la première des choses à faire. Tant qu'on n'est pas à l'écoute du corps, à savoir quels sont les besoins du corps, voilà. Et donc, après la réflexo, non, je demande aux clients, avant la réflexo, comment vous vous sentez? Comment est votre corps? Puisque la réflexologie plantaire, c'est pas de notre tradition. Et quand je reçois le client, je reste à peu près 20 minutes à lui expliquer c'est quoi le soin et à lui demander comment tu as senti corps avant réflexologie là. Et après, je lui dis, faut être à l'écoute à corps après réflexologie là pour sentir qui changement qui nie. Parce qu'on a des changements. Vous savez, le client, quand il a fini sa réflexo, sa première réaction, c'est de dire, je sens que je vole, je me sens bien, j'ai envie de dormir, je ne serais pas sorti de la table de massage. À ce point-là? Oui. Il y a des clients qui pleurent, parce que n'oubliez pas, on va décongestionner la sphère nerveuse. Il y a des clients qui me disent, j'ai un tournis, parce qu'on est en train de redresser un peu un corps, on va dire, qui était en baisse immunitaire, parce que la réflexo aussi relance l'immunité du corps. Et donc, et après, bon, il y a d'autres choses, par exemple, quand on a fini la réflexo, je demande au client, en arrivant chez vous, il va falloir boire, par exemple, une demi-bouteille d'eau tiède, parce que l'eau tiède ira purifier le corps, ira nettoyer le sang, et la personne évacuera mieux les toxines que nous avons enlevées sous les pieds. Et maintenant, je lui demande, il faut être à l'écoute du corps, à savoir si vous êtes en énergie maximum, parce que la réflexo, soit elle vous donne de l'énergie, ou alors soit elle vous rend fatigué, parce que le corps avait besoin d'une régénérescence, et il va falloir dormir pour régénérer le corps. Et donc, c'est une technique de massage que les Guadeloupéens ont beaucoup adopté, puisque j'en parle souvent sur votre radio, sur votre télé, sur d'autres médias, et donc, voilà. Ah, il faut prendre rendez-vous, si je comprends bien. Oui, c'est sur rendez-vous, c'est sûr. Bon, alors, une séance dure à peu près combien de temps? Donc, une séance, ça dépend de la personne. Parce qu'une séance, on peut avoir un pied qui reçoit très bien le soin, on peut avoir un pied qui refuse, qui fait un rejet au soin. Oui. Donc, une séance peut durer en 30 minutes et 45 minutes. Il faut combien de séances pour être 60? Donc, la première séance, c'est-à-dire je prends mon pied quand je masse les pieds. D'accord. La première séance, le client, il vient découvrir. Et c'est pour cette raison qu'il faut le mettre en confiance. Parce que je dis toujours, c'est une question de confiance entre le masseur et le massé. La première séance, s'il n'y a pas trop de dégâts, ça peut durer 40 minutes parce que je ressens quand il y a une bonne hygiène alimentaire. Parce que dites-vous que quand la plante du pied est encrassée, ça signifie qu'il va falloir un peu tout revoir. Revoir l'hydratation, revoir la manière de manger, avoir une autre hygiène de vie. Et donc, les Guadeloupéens ont bien adopté cette technique de massage, puisque c'est souvent... Tout à l'heure, on avait une diététicienne juste avant ton arrivée. Savannah. Oui, Savannah, que tu connais, et disait que, j'ai noté ça quand même, que les Guadeloupéens consomment trop de produits interdits. Normalement, c'est 3 produits de plaisir par semaine, et nous avons juste 7 par jour. C'est-à-dire on ne sait pas s'arrêter. Moi, je suis d'avis qu'il ne faut pas d'abus, mais il ne faut pas non plus de carence. On ne peut pas carencer. Il ne faut pas se priver tout le temps. Il ne faut pas se priver parce que le corps peut avoir envie, par exemple, une fois dans le mois de manger des dombrés, par exemple. C'est traditionnel. On ne va pas le manger tous les matins. Il faut savoir jauger et il faut savoir, une fois par semaine, faire une journée de monodiète. Moi, je suis plus pour la monodiète. On va manger des fruits. Explique un peu rapidement. On va manger des fruits, ça peut être 3-4 fruits. C'est-à-dire, il faut que ça se prépare.
Moralement, on est prêt. Moi, je ne suis pas trop pour... non, ça n'existe pas. Moi, dans mon cabinet, le mot régime, ça n'existe pas. Donc, la monodiète, on se prépare peut-être 2 jours auparavant. Comme on aura bien mangé le dimanche, c'est de notre tradition, donc le lundi, on va se dire, je ferai ma monodiète. Donc, on va préparer ces fruits, on va préparer un bol de fruits, on aura peut-être 1,5 bouteille d'eau selon le poids. On ne va pas quand même se surhydrater, mais il faut être hydraté. Et on va manger le lundi ces fruits, on fera sa monodiète. J'ai des clients qui arrivent à faire la monodiète 2 fois dans la semaine, c'est-à-dire le lundi et le jeudi. Et la sortie de monodiète maintenant, je propose toujours une assiette de légumes cuits et de légumes crus. Et le lendemain de la monodiète, on peut manger ce qu'on veut. Vous savez, il y a des clients qui ont perdu, par exemple, sur une année, 12 kilos. Uniquement en monodiète en ayant une autre hygiène alimentaire, une autre hygiène de vie. D'accord. Et donc, la réflexologie plantaire, comme je disais, elle est très bonne parce qu'elle relance toutes les formes d'appétit. Oui. Elle est très bonne pour la sphère nerveuse, très bonne pour détoxifier le corps, très bonne pour la concentration, la constipation. Enfin, c'est une technique de massage qui est très bonne pour le corps, mais le client, il est satisfait, c'est quand il est à l'écoute du corps, à savoir, tiens, j'ai pas fait de réflexo ce mois-ci, j'ai senti que mon corps était plus embrouillé, il y a des petites douleurs qui reviennent, et il revient. En principe, les clients, c'est chaque mois, ils ont leur rendez-vous pour une réflexologie plantaire. On a pris mot et on a pris date. On va se retrouver bientôt, dans quelques jours, dans 15 jours à peu près, avec Edith pour une autre séance. Je vais parler de l'eau. Je vais parler de l'utilisation de l'eau dans le corps parce qu'on néglige l'eau, alors que l'eau, c'est un élément thérapeutique et fondamental pour le corps. D'accord. Il est 14h30. On a le temps de revenir sur la Coupe de France, de ce qu'on appelait avant la Coupe MMG, est devenue Coupe Vive. C'était ce matin la conférence de presse et Maxime Morel était sur place. On regarde. Vous envoyez un SMS. Après tout ce que nous avons connu, passe sanitaire, sur les mouvements sociaux, nous restons mobilisés pour pouvoir faire redémarrer le football. On a choisi la Coupe Vive parce qu'actuellement la Martinique et la Guyane ont déjà leur qualifié. Donc, ce qui nous permet d'être à le même niveau qu'eux pour pouvoir, dès que c'est possible, pouvoir faire la phase finale qui va se dérouler en Martinique. C'est une bonne chose pour nous. Je crois que le public attend cela, que les joueurs attendent cela. Nous allons également permettre aux familles de se déplacer. Donc, les jeunes pourront venir au stade accompagnés de parents et l'entrée sera gratuite pour eux. Heureux de retrouver le terrain parce que c'est notre passion, c'est notre activité. Les jeunes, ils aiment ça. Ce sont des sportifs qui aiment la pratique, qui aiment le sport. Donc, on a été heureux de retrouver cette compétition-là. C'est une satisfaction pour nous et voire même pour pouvoir mettre un plus. Parce qu'il faut savoir que les 2 équipes qui ont plus de participation à cette Coupe Vive, c'est l'USBM et le CSM. Donc, on se retrouve encore une fois et en souhaitant que le meilleur gagne. Le club Sauce-Moulin et l'USBM ne sont pas peut-être aussi opérationnels qu'on l'aurait souhaité, mais il faut appuyer un moment sur le starter, le moment est venu pour que ça puisse démarrer et puis on verra la suite après. Notre souci, c'était qu'on n'a pas de compétition et de jouer une finale, il faut savoir que les joueurs ils vont la jouer à fond. Donc c'était plutôt une précaution au niveau médical, au niveau blessure. Bon, on en a discuté avec eux, bon, ils sont conscients, on va la jouer comme il se doit. C'est sûr qu'il va y avoir des manquements sur le plan physique, athlétique, mais les bases sont là, les équipes vont pouvoir travailler avec leurs coachs qui sont là depuis longtemps. Donc je pense qu'il y aura un vrai match. Après, ça va peut-être, au fil du match, perdre en qualité, en vivacité, en énergie. Mais ce qu'il faut, c'est retrouver la fête du football, que les gens soient là, que le public soit présent et que tout le monde soit content. Et puis après, c'est sûr qu'il y aura un vainqueur, un vaincu. Et la compétition continuera. Voilà, il est exactement 14h05. Je rappelle qu'on a reçu en début de ZCL aujourd'hui M. Robert Laverdiou de KBM qui a donné rendez-vous le 16 janvier pour une journée à l'Antoine-Diri, c'est ça ici. Et visiblement, la souveraineté alimentaire, c'est le combat de KVM et on aura l'occasion d'y revenir. Ensuite, on a reçu une diététicienne, Savannah Laurent, avec elle on a fait le point sur ce qu'il faut
pendant les fêtes avant et après. Et comme on dit toujours dans le domaine médical, eh bien, on a reçu Edith Evry-Luce qui nous a fait un petit cours sur la réflexologie plantaire. À tel point que moi, quand ils font un coup ces jours-là, ça y est. Ensuite, on a reçu Pamela qui est venue nous parler effectivement de toute cette ambiance autour du vaccin et nous a démontré qu'il y a beaucoup de manipulations, d'informations qui ne sont pas toujours vraies et que Pamela n'est pas une complotiste, elle fait partie d'un conseil scientifique citoyen qui depuis plusieurs mois déjà, hein, oui, depuis le mois d'avril, décrypte un petit peu toutes les informations scientifiques et pseudo aussi qu'on nous donne et qui permet de comprendre un peu dans quel état nous sommes aujourd'hui. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On a parlé du signature du protocole de rappel à l'ordre à Bemao avec le procureur, non pas avec le préfet comme j'avais dit. Ensuite, on a fait un petit micro-trottoir sur l'esprit de Noël et les Guadeloupéens globalement, ce qu'on a vu en tout cas dans le micro-trottoir, ne sont pas très Noël cette année, mais on le comprend avec la situation actuelle. Et puis on a terminé sous la coupe de le Vive qui se fera ce samedi ici en Guadeloupe. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, on se retrouve pour une nouvelle édition du ZCL à partir de 12h30. On vous donne rendez-vous. Puis merci de nous avoir écoutés. Il était bon parce que je l'ai été très médical, très scientifique, très médical. Et c'est comme ça le ZCL. Et c'est là, justement, on retrouve des gens intéressants. Et c'est bien la raison pour laquelle cette émission existe. C'est fini pour aujourd'hui. Bye bye.